De retour sur le plateau de votre quotidienne WKNF, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 du satellite et bien sûr sur la chaîne numéro 7 de SFR. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et là, je reçois une artiste, un docteur en oncologie. Oui, 2 en 1, comme le célèbre shampoing. Elle est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Baronne Kanoufet. Ça va? Mais je suis en forme, je suis content de te voir. Moi aussi. Tu es venu ici pour les fêtes. Première question essentielle, quand est-ce que tu retournes définitivement au pays? Alors, j'ai pas de date butoir, mais j'y réfléchis fortement. Voilà, exactement. Vous voyez, je fais ma propagande justement pour que les Caribéens là-bas reviennent chez eux. C'est important. Alors, par quoi commencer? Tu es donc docteur. Maintenant, je pense que toute la Guadeloupe le sait en oncologie. Qu'est-ce que l'oncologie? Qu'est-ce que c'est? Déjà, j'ai du mal à l'écrire. Alors, l'oncologie, c'est la cancérologie tout simplement. C'est le terme médical pour la cancérologie. Et moi, j'ai hyper spécialisée dans une technique particulière qui s'appelle la radiothérapie. D'accord. Donc, je suis oncologue radiothérapeute. Oh, voilà. Wow. Alors pour celles et pour les plus jeunes, parce que tu sais qu'aussi on éduque aussi la jeunesse, combien d'années d'études? Est-ce qu'il faut avoir un parcours exceptionnel, c'est-à-dire pas une note en dessous de la moyenne dès le primaire? Comment ça se passe pour que le dossier soit accepté? Alors l'avantage, c'est qu'on peut s'inscrire à la fac sur dossier, il faut simplement avoir le bac. De préférence un bac S parce que la première année, le concours d'entrée, il y a beaucoup de matières autour de la biologie, la physique, les maths. Okay. Donc il y a des gens qui tentent en ayant des filières littéraires ou économiques ou autres, mais c'est plus compliqué pour eux par rapport au programme. Une classe prépa, un truc comme ça? Alors on recommande de faire une classe prépa pour déjà apprendre surtout la méthodologie, avoir une idée sur le programme, les types de questions qu'on peut poser. Ensuite, il faut avoir une bonne capacité de travail, c'est-à-dire surtout pour le concours d'entrée. Donc, il suffit d'avoir le bac. Ensuite, du coup, c'est des promos. Des fois, on est 1000, 2000 parce que tout le monde peut s'inscrire au concours. Mais ensuite, il y a un classement. Alors, ça a évolué assez récemment. Je ne suis pas très à jour sur les réformes. Mais à l'époque où j'ai passé le concours en 2004-2005, puisque je l'ai passé en 2 fois, il y avait un numerus clausus, c'est-à-dire que sur une promo de 2000, les 200 premiers pouvaient être médecins. D'accord. Ensuite, je caricature, mais les 100 autres pouvaient devenir dentistes ou sages-femmes. Et voilà, c'était comme ça. Et en tout, ils prenaient les 300, 400 premiers. Okay. Et le reste pouvait retenter une deuxième fois. Et si malheureusement la deuxième fois, il n'avait pas, ils ne pouvaient plus se représenter. Et tu as fait donc combien d'années d'études pour devenir oncologue hyper spécialisé? Alors, j'ai fait 11 ans. Donc, j'ai eu le concours de première année. Ensuite, 6 ans d'externat, où on apprend un peu toutes les spécialités incontournables. Donc, on passe en médecine générale, en cardiologie, en réanimation, en gynéco. Et ça nous permet justement, en gériatrie, de choisir un petit peu nos affinités en chirurgie. Et au bout de ces 6 ans, on passe un examen national qu'on appelle les ECN. Et là, on a encore un classement, mais cette fois-ci, il n'y a pas tout le monde peut devenir médecin. Il n'y a pas un nombre limité de personnes. Mais par contre, il y a un classement qui nous permet d'accéder à une certaine spécialité, à une certaine ville. Et grâce à mon classement, j'ai pu faire oncologie à Brest. Excellent. Ensuite, 6 ans d'études. Donc en gros, j'ai fait 11 ans avant de devenir docteur en oncologie radiothérapie. Elle vient de la Guadeloupe et j'ai l'impression qu'elle m'a raconté Grey's Anatomy. C'est un truc de fou. Question bête, donc quelles sont les principales causes du cancer? Parce que souvent on a l'impression que c'est qu'en fumant qu'on attrape le cancer. Non. Et quels sont les divers types de cancer? Alors, je ne pourrais pas tout décrire de façon exhaustive, mais on dit qu'il y a des facteurs de risque intrinsèques, des facteurs de risque extrinsèques ou environnementaux. Donc déjà l'âge, parce qu'on sait que le vieillissement des populations peut favoriser l'apparition de cancer. Voilà. En fait, le cancer, c'est une maladie qui apparaît suite à un défaut de réparation des cellules de l'ADN. Donc une cellule naît, vieillit et meurt. Et le cancer, c'est une cellule qui, à cause de modifications de son ADN, elle ne vieillit plus, elle ne meurt plus, donc elle va se multiplier
au dépend des cellules saines. D'accord. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est très clair. Si moi j'ai réussi à comprendre, les amis. Oui, exactement. Et on sait que malheureusement, en vieillissant, donc les systèmes de réparation vont vieillir et seront moins performants. Donc déjà l'âge. Ensuite, dans les facteurs intrinsèques, il peut y avoir des mutations génétiques. Donc on a déjà identifié des mutations bien connues dans le cancer du sein, les mutations BRCA1, BRCA2 qui peuvent donner des cancers du sein qui sont liés à des cancers de l'ovaire, des cancers digestifs, etc. Il y a d'autres mutations qui engendrent des cancers du côlon. Donc il y a des histoires par exemple familiales de cancer. Et ensuite dans les facteurs de risque extrinsèques, il y a bien sûr le tabac, l'alcool qui sont connus. On parle beaucoup du tabac mais l'alcool aussi. Peut favoriser les cancers de l'œsophage, les cancers du foie, etc. Il y a certains facteurs environnementaux tels que l'exposition à l'amiante, l'exposition à des particules ou des choses cancérigènes, l'alimentation. On dit que c'est certaines alimentations très riches en acides saturés, en graisses, en des choses un peu très cuites, très grillées de façon fréquente. Ça peut entraîner un stress oxydatif qui peut favoriser l'apparition de cancer. Vous imaginez, nous on adore les grillades ici en Guadeloupe, c'est chaud. Après le chlordécone, donc là qui est très malheureusement qui est un problème de santé publique aux Antilles. Est-ce que les sargasses peuvent jouer aussi? Les sargasses, je pense qu'on n'a pas encore suffisamment de recul pour mettre en évidence que ce soit un facteur de risque indépendant. Mais quand on sent le truc commencer à piconner et commencer c'est corrosif, malheureusement, je pense qu'à moyen ou à long terme, on pourra identifier, parce que les sargasses, ça fait quoi, 5-6 ans, un peu plus, que c'est vraiment récurrent, que c'est vraiment récurrent et que ça stagne. Je pense que ça doit attaquer, mais c'est vraiment là, c'est des hypothèses. Et vraiment, avant d'identifier un élément comme étant un facteur de risque, il faut faire des études, il faut le prouver scientifiquement, il faut analyser des populations exposées, non exposées, et mettre en évidence que les personnes exposées font plus de cancers. Donc du poumon, etc. C'est comme ça qu'on a identifié le tabac, le chlordécone, etc., etc. Et malheureusement, il faut du recul. Mais vu l'OD Habitat là. Et surtout que vous avez vu ce que ça fait à vos machines, à vos ordi, à vos télés, à vos, franchement, ça tue tout en moins d'1 an. Et donc pour notre corps, ça va être compliqué. Petite question, on a l'impression aussi que le cancer se développe de plus en plus chez les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes de 30 ans, qui ont la trentaine, qui développent des cancers. C'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a 2 points de vue. Il y a effectivement, on est de plus en plus exposé à des éléments cancérigènes. Et il y a aussi quelque chose qui peut être un peu piégeant, c'est qu'on a de plus en plus, sans forcément que l'incidence ait augmenté, on a de plus en plus accès au dépistage, qui peut faussement aussi augmenter la prévalence ou l'incidence d'un cancer. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas accès autant à la mammographie, il n'y avait pas le dépistage de masse. Et du coup, maintenant qu'on peut faire, on généralise la mammographie à partir de 50 ans ou la coloscopie à partir de 50 ans, on diagnostique plus de cancers. On sensibilise les femmes lors de campagnes telles que Octobre Rose à se palper les seins. Donc, une jeune femme va plus précocement se palper les seins, détecter quelque chose. Heureusement, il y a de plus en plus de cancers, mais il y a des cancers graves, mais aussi beaucoup de cancers qui sont diagnostiqués de façon précoce grâce au dépistage. Donc il y a ces 2 éléments-là. Il y a le côté environnemental qui fait que le vieillissement des populations aussi, puisque j'avais expliqué que l'âge était un facteur de risque de cancer. Donc on vit plus longtemps. On est plus exposé au tabac, aux particules dans les grandes villes, dans les capitales. Et pour les patientes jeunes, je pense qu'aussi il y a le facteur dépistage, puisque ta question était pour les patientes jeunes, le facteur dépistage, où on diagnostique aussi beaucoup plus des choses très tôt. Et ça, c'est rassurant. Ça, c'est une fausse impression, mais voilà. Et est-ce que la médecine a fait des progrès justement pour les traitements du cancer? Est-ce que ça se soigne mieux? Dis-nous tout. Est-ce que lorsque quelqu'un apprend qu'il a un cancer, est-ce que c'est pas forcément la case, vous connaissez, est-ce que ça se soigne mieux? Alors effectivement, il y a énormément de progrès. Donc déjà, on dit que la meilleure thérapeutique, la meilleure stratégie pour le cancer, c'est la prévention et le dépistage. Donc, on prévient les patients pour l'exposition au tabac, l'exposition à l'alcool. Faites attention, palpez-vous, faites des mammographies, allez voir votre médecin si vous sentez que vous perdez du poids, vous avez mal au ventre, vous sentez une boule. Donc déjà, ça permet de diagnostiquer des choses précocement. Et plus on diagnostique un cancer tôt, donc parmi les armes thérapeutiques, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie,
on peut plus facilement opérer une petite tumeur de 1 cm qu'un cancer qui a été diagnostiqué à un stade avancé, ce qu'on appelle par exemple, dans le plus grave des cas, un stade 4 qui est déjà métastatique. Où là, on est plutôt dans une prise en charge, ce qu'on appelle palliative, où déjà c'est plus compliqué. Mais en parallèle, même si on découvre une maladie avancée, on a alors la chirurgie a vraiment évolué, donc on peut opérer plus facilement des tumeurs qui étaient mal placées. Ma spécialité, la technique de radiothérapie, a aussi évolué. On peut faire des traitements très très ciblés, où on a l'image des rayons qui brûlent la peau un petit peu partout. Donc il y a toujours ce type d'effet secondaire parce que c'est inhérent un peu, on ne peut pas passer sans puisque les faits sont des portes d'entrée, les tissus sains réagissent. Mais on peut faire des techniques très très ciblées maintenant. Et en termes d'oncologie médicale, donc c'est tout ce qui concerne les traitements par traitement systémique par voie générale. Donc les chimiothérapies, on connaissait les traitements par intraveineuse, les chambres implantables. Maintenant il y a les chimiothérapies par comprimé. Il existe des chimiothérapies, ce qu'on appelle des thérapies ciblées qui se font par injection sous-cutanée. Il y a l'avènement de ce qu'on parle beaucoup, des thérapies ciblées, de l'immunothérapie. On fait des profils génétiques. Donc un cancer du côlon, c'est comme s'il a une carte d'identité et on va faire rechercher toutes les mutations de ce cancer, de toi, personne unique. Et parfois on peut identifier, pas chez toutes les personnes, mais certaines mutations qui seront la cible de thérapie ciblée. Ça marche très bien. Et en général, c'est moins toxique que les chimiothérapies classiques qui existent toujours, qui sont toujours des incontournables, mais qui permettent d'élargir et multiplier les différentes armes thérapeutiques. Alors tu parlais aussi du fait que voilà, il y a plusieurs tests au niveau des jeunes, donc ils peuvent se faire dépister un petit peu plus tôt et plus fréquemment. Est-ce que justement ce genre de sujet, le cancer, est devenu un petit peu moins tabou? Oui, c'est devenu moins tabou. Est-ce qu'on en parle plus aussi? Parce que souvent on avait l'impression que les femmes aussi avaient un cancer du sein, que voilà, c'était pas bien traité, que c'était pas placé genre sous silence. Est-ce que finalement, on en parle plus? Heureusement, avec les nombreuses campagnes comme Octobre Rose, il y a Movember aussi, au mois de novembre pour le cancer de la prostate, on arrive vraiment à démystifier en fait. Démystifier ça, les femmes arrivent à en parler parce que il y a certains cancers qui peuvent être considérés entre guillemets comme des maladies un peu honteuses ou qui touchent à l'intimité. Les cancers gynécologiques tels que les cancers du col, les cancers de l'utérus, on n'ose pas aussi par pudeur consulter son gynécologue. C'est une question aussi de culture, de mœurs, consulter régulièrement son gynécologue pour les frottis ou quoi que ce soit, mais il faut savoir que ça marche très très bien. Et que plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus on a des chances de le guérir avec des traitements qui seront peu morbides ou peu invalidants. Donc, mais il y a eu une vraie évolution ces 10-15 dernières années grâce notamment aux campagnes de communication, à la prévention et au dépistage. C'est excellent en tout cas. Dans tous les cas, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'écouter votre corps. Il vous envoie toujours des signaux. D'ailleurs, toi aussi, tu avais fait un petit clip, si je ne me trompe pas, Fire! C'est ça. Pour justement en parler. Et c'est bien. Est-ce que tu penses aussi que les artistes ont leur place justement pour en parler, pour un petit peu démocratiser tout ça? Alors, les artistes ont clairement leur place pour parler de sujets qui leur tient à cœur et qui les touchent. Et c'est assez marrant parce que l'année où j'ai sorti Fire, ou dans la période à peu près, avant, il y avait Foxy Miller qui avait sorti un titre dont le clip a été réalisé, je crois, par Zandoli, où il parlait du cancer. Et magnifique, le texte magnifique, les images, les Foxy Miller, artiste à suivre, bien entendu, il touche à tous les... Et il y a eu également Wervana qui a sorti un clip, un morceau sur le cancer. Et c'est vrai que c'est merveilleux parce que c'est des artistes qui ont des publics différents. Exact. Foxy Miller qui est beaucoup plus urbain, qui a un public plus jeune, plus urbain, ben, il a pu toucher sa cible. Wervana qui est plus... grand public, il arrive à rentrer dans les foyers et dans les ménages grâce à sa musique, donc il a pu élargir et je pense que c'est important. C'est pas obligatoire parce que l'artiste, il faut d'abord qu'il chante ce qui lui plaît par rapport à sa direction artistique, mais c'est tout en leur honneur parce que c'est pas forcément des sujets qu'on dit mainstream. C'est toujours un risque lorsqu'on produit un titre parce qu'on sait qu'il y a toute une chaîne avant pour l'enregistrement, la production, il y a des coûts, des frais, le tournage des clips et je pense que c'est tout en leur honneur qu'ils aient fait le choix d'aller jusqu'au bout de ce type de projet. Voilà.
On salue les artistes engagés, bien entendu. Et puis bien sûr, en double écran, vous avez le fameux clip de Baronne. Baronne, bien entendu, on a commencé par le côté professionnel, le côté docteur. Maintenant, on va passer au côté artiste et encore technique pour les plus jeunes. Parce que oui, à l'époque, Baronne nous faisait halluciner. Parce qu'elle arrivait à allier le côté artistique et les études. 11 ans d'études, elle vous a dit. Comment est-ce que tu faisais ça? Entre Presta, séance studio, écriture, études, comment on arrive à s'organiser? On va répéter, on va rabâcher, on va motiver les plus. Parce que vous voyez, c'est possible. Si Baronne l'a fait, non, je ne vais pas dire que tout le monde peut le faire parce qu'elle est quand même surdouée, mais on peut quand même essayer de toucher l'horizon. Non, mais vas-y. Tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, j'ai pas pris une ride. Donc mais c'est ça. En plus, ça ne vieillit pas. Si je vous dis son âge, vous allez halluciner. Non, mais en vrai, c'est une question beaucoup d'organisation, de choix aussi. Parce que, on va dire que j'ai fait le choix de choisir la musique vraiment comme une de mes principales secondes activités. Donc c'est vrai que je le sortais un peu, oui c'est vrai, parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer en soirée bien sûr. à la région parisienne, mais je regardais pas trop de films, moi je suis pas les séries, voilà, je passais pas du temps devant les séries, je préférais... Ouais, je suis pas stylish quoi. Non, mais voilà, je pense qu'effectivement on peut pas tout faire. Exact. Et la musique, c'est aussi un exutoire formidable. C'est-à-dire que, voilà, tu as eu l'occasion de connaître par exemple des Clash ou des morceaux un peu à l'époque. Et c'était une façon vraiment de me libérer et c'est aussi un moyen de communication. Donc c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me permettait de m'exprimer et c'était une vraie soupape par rapport à la médecine. Donc je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de contraignant. Alors ça pouvait être un peu plus perturbant lorsque j'ai voulu le faire de façon un peu plus professionnelle parce qu'il fallait que je sois plus présente et ça pouvait être frustrant par rapport aux gens derrière qui voulaient que je monte en puissance. Mais moi, comme je l'ai toujours fait de façon équilibrée avec la médecine en avant, ça s'est toujours bien passé. Et puis je passais des heures à la fac, des heures à l'hôpital et puis le soir ou le week-end souvent, j'allais en studio, j'enregistrais, j'écrivais mes textes la semaine, voilà, j'avais mes notes. J'avais soit sur mon téléphone, des notes vocales, j'avais des textes sur mon carnet, sur mon téléphone, maintenant beaucoup sur mon smartphone. Maintenant, c'est bizarre, tout le monde utilise un smartphone. Pour les applications notes, parce qu'on l'a tout le temps, donc ça peut être dans le métro, ça peut être le soir, le téléphone il est jamais loin, on écrit des textes. Et je profitais le week-end pendant mes périodes scolaires pour... les vacances scolaires, pour aller faire des prestations en Guadeloupe, à tel point qu'on ne savait jamais vraiment où j'habitais, parce que chaque grande vacances, j'étais en prestation, des fois je rentrais en mars ou à des périodes décalées, j'étais en concert, dans des concerts communaux, je disais, mais tu vis où? Tu vis pas à Margalante? T'es pas en Bretagne? T'es pas... Non, là je vais à Paris. Ah bon? Mais tu étais... Je comprends pas. On start, mais justement, est-ce que tes collègues, bon maintenant je suppose qu'ils sont habitués, mais lorsqu'ils ont vu que tu étais en presta, que tu avais des clips qui sortaient, c'est quand même un autre personnage qui arrive, tout en étant la même personne, c'est ce qui est fou avec Baronne, est-ce qu'au début ils ont été surpris et admiratifs? Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs périodes d'acceptation de cette double... D'accord. Donc à la fac, les gens, c'était... Je ne dis pas que je l'ai mal vécu parce que je suis assez individualiste, donc je fais mes affaires pour moi et puis voilà. Mais j'étais pas vraiment intégrée parce que le concours de médecine, pour ceux qui ont regardé, que j'ai pas regardé mais qui décrivent bien les séries comme Hippocrate ou quoi que ce soit, ou Première année, c'est très compétitif, c'est assez violent. Hein. Quand on sort, on a 17 ans, on sort du bac. Exact. Moi je sortais de Guadeloupe, j'ai passé mon concours de médecine à Paris. Et quand les gens, je leur disais que je faisais de la musique le week-end ou le soir, quand ils étaient à la bibliothèque, ils disaient non mais elle va pas réussir, on la met un peu de côté. Donc toute ma fac, donc première année on était des promos de 2000, je me suis fait très peu d'amis par rapport à ce profil un peu atypique, un peu perché. Je les intéressais pas. Donc je me suis pas laissée abattre, voilà, j'avais du coup parmi ma bande d'amis, j'avais plutôt mes amis de Guadeloupe qui étaient dans d'autres filières et ça s'est très bien passé, eux ils sont restés les real comme on dit. Je sais pas si ça se dit toujours d'ailleurs. Mais... Ça se dit toujours, t'inquiète pas. Puis si ça se dit pas, ça devient classique, les real. Voilà, c'est ça, c'est un petit côté. Et on est vintage nous. Vintage, voilà, on est vintage nous les gars. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'ils sont sortis, les 6 premières années ont passé justement l'examen classant. Là, il y a eu beaucoup de médias qui m'ont fait des premières de couverture pour dire chanteuse et artiste, parce que franchement, ça vend. Et ils sont revenus vers moi, ces fameux étudiants qui me prenaient un peu de haut
et qui pour eux, soit j'existais pas, soit j'étais la personne justement à laisser ah tu fais de la musique, ah mais c'est génial, mais c'est trop bien. Et j'avoue que j'ai pas bien accueilli la chose parce que je trouve que c'est les périodes où on se construit aussi, entre ses 17 ans et ses 24 ans, où c'est un peu les plus belles années de sa vie et on passe la plupart du temps à la fac. Exact. Et j'avoue que je l'ai accueilli assez froidement, quoi. Genre, ben ouais, j'ai toujours fait de la musique, mais ça t'intéressait pas à l'époque. Bon, c'est un peu comme ça, je peux être un peu mordante. Oui, elle est mordante. Vous n'avez jamais entendu de clash de baronne, et les gars, faut se retirer du chemin. Mais une fois passé ça, une fois que voilà, ils ont vu, en fait, une fois que le diplôme a été validé, que l'album est sorti, que les clips sont sortis, que les médias aussi ont bien vendu le truc comme quelque chose, en fait, comme un plus. Si tu veux, c'est plus une force, ça donne une richesse de pouvoir avoir un côté artistique, un côté scientifique. Là, ça a été beaucoup mieux accueilli par mes collègues. Maintenant, bon, je chante pas à l'hôpital parce que c'est un cadre bien particulier. Bien sûr, on imagine bien. Très sérieux. C'est pas une comédie musicale. Voilà, mais mes patients, par exemple, 99% des gens ou 98%, ils apprécient. Okay. Ils disent que ça me donne un côté humain parce que on leur a diagnostiqué un cancer de plus ou moins bon pronostic, c'est le coup près, boum, ils se disent oh là là, on va voir un oncologue, ça va avoir souvent quelqu'un qui fait la gueule et tout ça, les traitements c'est lourd aussi, et en fait ils me voient arriver un peu pimpante, bien dynamique, je fais de ma musique, c'est ça, et en fait ils adorent de temps en temps parce qu'il faut bien dans les statistiques quelqu'un qui n'apprécie pas et on peut pas, personne ne fait l'unanimité. Mais globalement, ça plaît et à mes collègues et à mes patients. Excellent. Alors, on va passer du côté des bons souvenirs, c'est-à-dire que toi, tu as vraiment fait partie de, je vais appeler ça, l'âge d'or du reggae, dancehall local. Tu es venu avec tous les artistes, tu as fait des hits. D'ailleurs, on a vu 2-3 ans passés, tu as fait des sons indémodables, je pense, qui n'est pas beaucoup passé en radio, mais qui, dans la playlist de tout le monde, c'est celui avec Silverman. Tu as fait, pour ceux qui connaissent, le Saucy Crédit. Même toi, tu t'en souviens pas. Mais en tout cas, tu as eu des sons qui ont éclaté. Tu as vécu les clashs, tu as vécu les One Redeem, tu as vécu les mixtapes, tu as vécu les Presta avec des boîtes de ouf. Quels ont été tes meilleurs souvenirs? Je ne vais pas te dire ton, parce que c'est compliqué un seul. Et bien sûr, les plus belles rencontres. En fait, j'ai l'impression que c'est une autre vie, que tu parles d'une autre personne. C'est clair, mais même moi, je sens me parler ça, je me dis, mais c'est fou. C'est vrai que c'était quelque chose de dingue quand même. C'était quelque chose de dingue parce que j'étais présente dans les sound systems. Je me rappelle, j'avais le sac à dos. Hein. Exact. Sound system de Grand Camp, dans la permanence de Bainbridge, avec Fantôme, que je salue. Exact, Fantôme. Les années Clash, les années tout ça, mes bons souvenirs, c'est que j'avais pu faire une première partie à l'Olympia d'un festival produit par Oridum et en collaboration avec Make It Clap et Shorty et moi, donc que je salue également Shorty qui a bien pété entre temps. Exactement. On avait, grâce à nos activités musicales, puisque lui faisait du slam, voilà, on avait pu faire une première partie à l'Olympia, donc salle mythique de Paris. Exact. J'avais pu faire également la première partie d'Easy Kenenga en 2011. C'était le 1er novembre 2011. Et le lendemain, c'était ma première journée d'internat. Wow. Donc j'ai fait le concert, première partie, piano-voix, boum boum. Le lendemain, je prenais le train, je faisais ma rentrée. C'est fou quand même. Ça, c'est l'énergie, vous voyez, tout est possible. Si vous, non, c'est qu'il ne faut pas se mettre de... Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Exact. Enfin, dans le sens où quand on dit mais il faut pas faire ça, parce que mes parents souvent ils me disent mais tu peux pas t'habiller comme ça si tu es docteur. Mais oui, ils sont protecteurs. Non mais c'est normal, mais ils ont raison. Exact. Ils ont raison de donner un cadre parce que bon, avec toute l'énergie justement que j'ai, peut-être que je serais partie un peu dans tous les sens. Donc ils sont là, voilà, mais quand tu sais que tu as envie de faire quelque chose et il y a un message que je veux faire passer. Mais fais-le passer. Alors, faisons passer les messages. C'est un peu à l'attention de tous les artistes qu'on peut parfois prendre de haut en disant oui, il est artiste. Quand des gens avec des carrières plus académiques, un peu comme la mienne, disent ah mais elle était au lycée avec moi, elle est artiste maintenant. Ou elle a fait ça parce que de toute façon elle n'était pas très scolaire. Ah ben non en fait. Moi j'aurais pu faire le choix, enfin j'avais fait le choix au lycée de faire que de la musique. Et c'est grâce à l'encadrement de mes parents qui ont vu que j'avais aussi des facilités avec tout. J'étais très scolaire, qui m'ont dit non, on passe le concours, tu feras musique à côté. En fait, je veux montrer
prends vrai, même si on peut penser que je suis surdouée ou j'ai peut-être des facilités, mais que derrière l'artiste, il y a peut-être quelqu'un de profondément fort aussi, profondément structuré et qui a fait le choix de ne faire que ça. Moi, j'ai fait le choix de mettre la médecine en avant. Ouais. Et voilà, c'est une question de choix, mais ça veut pas, il ne faut pas remettre en question… Surtout que lorsque vous voyez les artistes sur le plateau, ils vous disent tout le travail qu'ils effectuent, qu'ils ne dorment pas, ils sont assidus. Et puis il y a franchement un rythme de vie qui doit être cadré. Franchement, et l'écriture aussi. Vous croyez que tout le monde arrive à écrire des beaux textes? Essayez chez vous, vous allez voir. Avoir une belle voix comme celle de Baronne, justement. Forcément, avec toute l'actualité de ces derniers temps, ton travail, forcément la musique. Tu nous as pas encore sorti d'album, mais est-ce que, voilà, lorsque tout va se calmer un petit peu, tu vas te remettre tranquillement à analyser, parce que toi, tu peux poser sur tout. Tu peux poser sur la dancehall, sur de la R&B, sur du piano voix, elle vous l'a dit, elle joue au piano. C'est Alicia Keys en mieux, parce qu'elle vient de la Guadeloupe. Exactement. Voilà, donc tu peux vraiment nous faire un album hyper éclectique. Est-ce que tu y penses déjà? Alors, il faut savoir que j'ai sorti un album hyper éclectique avec Zize. Il s'appelle Boomker en 2013. Oui, en 2000. Oui, bien sûr. Mais justement, on apprend de son expérience et j'ai divisé mes fans. Complètement. C'est-à-dire que, oui, oh là là, mais... oh là là, t'as même pas idée. C'est ça, qu'est-ce qui s'est fait celle-là? Et en gros, c'est vrai que c'était assez éclectique, il y en avait pour tous les goûts, mais ça a un peu divisé les gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'aimaient sur la soca, le jump pop. Exemple, Nusé Caribbean, le jump pop en featuring avec Psy, que je salue. Il y avait Zouk en nous, j'avais fait du Zouk, le R&B, Still in Love ou Rêve en moi tes rêvards, Pardon, dès que tu dis ça, moi je commence à chanter. Pardon, je suis désolée. Et c'est vrai que ça m'a finalement, je pense, porté préjudice d'avoir fait trop de choses. Je pense que ce genre d'album, tu le fais quand tu es déjà très connu, comme Rihanna, ou que tu as une très très grosse production qui dans tous les cas va passer tes titres. Quand tu es quelqu'un en cours de développement, il vaut mieux avoir son propre son. Donc là, effectivement, ça tombe bien. On dirait que tu m'as tendu une perche. Mais je tends les perches. Vas-y. Je suis en train de travailler sur mon propre son. Et ce son sera un mélange, sera quelque chose d'hybride entre toutes mes influences. Excellent. Donc justement, Fire est le premier extrait d'un EP. Ce sera un projet avec peu de titres. J'appelle ça une capsule musicale, tu vois. Il y aura peu de titres qui vont permettre à mon public de connaître, d'intégrer, d'apprécier cette nouvelle couleur musicale. Et Fire, si on l'écoute, on a l'impression que c'est du reggae, mais en même temps, ça fait un petit peu pop, en même temps, ça fait un peu R&B. Il y a des chœurs derrière qui habillent le morceau. Et en fait, tous les autres morceaux seront un peu dans cette direction, enfin, complètement. Voilà. De toute façon, 2013, les gens n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Effectivement, tu as raison, il fallait rester dans une case. Mais c'est bon, on a décasé tout le monde. On a dit, nous, nos artistes, on veut les entendre partout. Sur du gros cas, sur du zouk, sur du R&B. Ils sont forts, ils ont du talent, on ne va pas les laisser là seulement. Voilà, justement. Est-ce que tu prends toujours soin de ton image? J'ai vu des photos tout à l'heure passer. Est-ce que c'est important quand même si on a un travail, je dirais, comment tu as dit tout à l'heure, académique, quand même, tu as cette âme d'artiste, tu as cette âme de showman. Est-ce qu'on t'appelle peut-être pour des défilés de mode? Parce que tu as le style. D'ailleurs, est-ce qu'on peut voir des photos? Regardez-moi ça. Est-ce que la mode peut faire partie justement d'une des directions que tu peux emprunter? Non, parce que c'est très contraignant. D'accord. C'est un métier ça aussi. Hein. Déjà c'est un métier. C'est un vrai métier. Puis toujours dans ce travail de direction musicale et de direction d'image, en fait le problème avec ça, c'est qu'il faut être toujours physiquement au top. C'est-à-dire… mais tu es sportive, toi, ça va? Je suis sportive, mais quand je travaille 50 heures à l'hôpital, en plus je me suis blessée au genou, je ne peux pas passer mon temps à la salle, ce que je faisais avant il y a 10 ans. Mais là, entre le boulot et mes problèmes, entre guillemets, rhumatologiques, je ne peux pas. Et c'est vrai que si je prends cette voie-là, ça va un peu… je pense que je ne pourrais pas… Je peux travailler beaucoup, mais avoir cette exigence de l'image toujours physiquement pas grossir, pas maigrir, truc, ça va me peser. Donc ponctuellement, je vais faire des shootings parce que pour tout ce qui est maquillage, donc les photos qu'on a montrées tout à l'heure, je les cite, c'était une collaboration avec Florent Gisors à la coiffure, Idriss Jonas Ottensen pour le stylisme et la création, Gaël Gimer pour le maquillage, pour le make-up et Black Dreadshoot pour la photo. Et on a fait ça un peu sur un… Et ça, je le fais depuis longtemps. C'est un peu sur un coup de tête. C'est un peu au feeling. Au travail, j'adore m'habiller. Je suis toujours c'est assez récent. Mais j'ai compris que l'image était très importante
pour, même au travail. C'est ça, c'est la première chose qu'on voit. C'est-à-dire que si je viens avec mes locks pas tournés ou quoi que ce soit, les cernes, quoi que ce soit, avec toutes les compétences que je peux avoir, malheureusement, on va peut-être pas autant m'écouter ou te prendre au sérieux. Il y a toujours un jugement. Malheureusement, ça c'est la société de façon générale. Donc pour ça aussi, je fais attention à mon image et aussi parce que j'aime le faire. J'aime j'aime jouer sur ça. On m'appelle un peu le caméléon, mais je ne suis pas tout le temps au top. Voilà, chez moi. J'aime bien comment je suis plutôt au top. Attends. Non, enfin chez moi, je suis en chien, comme on dit. Exactement. Voilà, mais quand je sais que je sors ou que je vais ou quoi que ce soit, j'aime bien me mettre dans les conditions du lieu où j'irai. Faire un peu le caméléon, j'aime bien jouer dessus. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a vu une photo sérieuse, une photo shoot, une photo mannequin, une photo fun. C'est notre baronne nationale. D'ailleurs, si vous voulez la suivre, l'encourager pour son son, qu'elle est en train justement de vous préparer et de vous mettre tout ça dans un petit album bien comme il faut. On va kiffer, elle va revenir nous parler de ça sur le plateau. Voilà, maintenant il est l'heure de donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn? De toute façon, tout va s'afficher là. Voilà, comme je te l'ai dit, tu sais, c'est le moment où tu regardes là. La seule fois. Voilà, exactement. Voilà, je fais un petit brief. En tout cas, c'est Baronne partout. Sur Facebook, avec un seul R, un seul N. Sinon, c'est Baronne FWI sur le reste des réseaux. Instagram, Twitter et YouTube. Voilà, tout est dit, c'est parfait. Encore une fois, n'hésitez pas, on vous a passé quelques clips en double écran, n'hésitez pas à liker, à aller chercher parce que c'est encore dans la tête. Et le seul son que tu n'as pas clippé, c'est le mien. Mais c'est pas perdu, hein? Maintenant, on réédite, on est dans l'ère du sample, du remix. C'était sur le Saucic Redeem. Vous vous rappelez du Saucic de Néo? Eh bien, il y a eu une mixtape qui est sortie avec plein d'artistes. Et Baronne avait le meilleur son. Ouais, moi, j'ai dit sans combine. D'ailleurs, si tu avais un tout dernier message à faire passer, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, même si vous êtes loin, à la Guyane, à la Jamaïque, à Barbade, à Sainte-Lucie, à Saint-Martin, aux îles Vierges, à Saint-Vincent, sans oublier TNT, Trinidad and Tobago et Dominica et Haïti. Oui, tout ça nous regarde grâce à YouTube. Alors, ta caméra est juste là. Non, c'est là. Hop là. Voilà. Il y a trop de caméras sur le plateau. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je voulais dire que les Antilles et la Caraïbe sont des terres de talent. Et qu'il n'y a que le ciel qui la limite. Et voilà. Suivez vos rêves. Follow your dream, comme on dit en espagnol. Alors, merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci de nous avoir encore une fois fait partager ton expérience de vie. Merci d'avoir motivé les plus jeunes. Encore une fois, si vous voulez quelque chose, il faut aller l'attraper. Baronne en est la preuve. Elle a réussi à faire deux choses en même temps et pas les plus simples. Merci à toi dès que tu repasses ici en Guadeloupe. Encore une fois, tu repasses sur le plateau. Avec plaisir. Ça sera un plaisir de te recevoir. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite et cette sur SFR. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, l'écrin avec ce petit pull. Vous savez déjà, c'est Claude, on touche les 15 degrés le matin, donc il nous faut nous réchauffer. Direction l'écrin. Nous, on se retrouve demain, bien entendu, toujours sur Éclair TV. À demain.